Je m'appelle Étienne, je viens vous parler de mon fils Florian, qui a 7 ans et demi. Je vais vous parler de comment je pensais que ça allait être père, et comment ça a été finalement en réalité. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire de père en mode confidence. Aujourd'hui, Étienne, papa de Florian, parle du choc qui guette parfois les parents, même les plus motivés, l'écart entre les attentes et la réalité. Quand la paternité ne ressemble pas du tout à ce qu'on imaginait, accepter de s'adapter, c'est un défi qui peut mener à de grands apprentissages. Écoutons l'histoire d'Étienne. Mon fils est né le 25 décembre 2016. C'était un petit cadeau de Noël. Et c'est un petit bébé qu'on attendait dans la mesure où ma blonde avait fait déjà 2 fausses couches. On était moins jeunes. J'ai 44 ans, fait que c'est sûr que... Puis ma blonde est 3 ans plus âgée que moi, fait que on avait l'impression que c'était un peu nos derniers milles là, pour y arriver. Puis c'est un désir qu'on avait vraiment tous les deux, fait qu'on était vraiment heureux. Vraiment heureux que cet enfant-là arrive, puis que ça tienne le coup. Là. Je me souviens des premiers mois de grossesse qu'on disait « Oh, faut que ça tienne, faut que ça tienne ». Puis bon, on s'est rendu jusque-là. Je suis quelqu'un de peut-être de par mon métier, je suis un travailleur autonome, je suis un pigiste, fait que je me dois d'être bien organisé, prévoyant. Fait qu'on dirait que le rôle de père qui s'en venait, il n'a pas échappé, là, dans la mesure où tout était prêt. Autant au niveau de l'ameublement, de la chambre, tout ça, puis ma blonde là-dessus était comme moi. Puis moi, j'avais une petite coche peut-être de plus, là, obsessive à lire des livres pour me préparer. Puis j'avais l'impression d'être prêt, mais un peu inquiet de ne pas l'être assez. Fait que je me disais, il me semble que j'ai pas tout lu, il me semble que je sais pas tout, il me semble que je devrais en savoir plus pour bien l'accueillir. Puis comment je vais faire pour mettre la couche, comment on fait ça déjà? Puis tu regardes, puis là, à un moment donné, tu fais, j'ai pas le temps, je peux pas lire tous les livres de la Terre, je peux pas regarder toutes les vidéos YouTube pour voir comment donner un biberon. Fait qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise aussi, là. Mais j'étais un père préparé. Je peux dire ça. Puis je le dis avec ironie, parce que je ris de moi-même un petit peu là-dessus, là. Mais ça va avec ma personnalité. J'étais prêt. Puis ce qui est très drôle, c'est que notre fils il nous a surpris parce que, je vous le disais, c'était le 25 décembre qui est arrivé. Mais la médecin, on l'avait vu le 23, puis elle nous avait dit « Ah, à mon avis, il est vraiment pas prêt d'arriver. Vous avez le temps de fêter Noël, puis ça se fera probablement autour du 30 décembre, 1er janvier. » Ah, parfait. Puis ça tombait bien, on voulait fêter Noël, profiter de nos derniers moments. Le mousseux était dans le frigo. Nos parents s'en venaient fêter ça chez nous parce qu'on ne pouvait pas prendre la route et tout. Et puis non, le 24 décembre, dans la nuit, il a cogné, puis il a fait « Ah, c'est là que ça se passe. » Puis on venait de se coucher en plus, fait que notre fils est arrivé déjà avec une mauvaise nuit. Et c'était que le début, puis ça a duré 5 ans. Fait que cette arrivée-là est un peu déconcertante. Tu sais, le côté préparé, moi j'étais sûr, non, il va arriver le 30, on va fêter Noël. Eh ben non, c'est lui qui a choisi. Moi, j'avais organisé sa chambre, puis je me disais, ah oui, c'est parfait, la petite table à langer à côté de son lit, puis on va changer ses couches-là, puis on va se lever. Puis après, je pense, la première nuit, on a tout déménagé dans notre chambre, la table à langer, les meubles de la chambre sortent, on amène la chaise berçante dans notre chambre parce que ça se passe pas de même. Tu te lèves pas 14 fois dans la nuit parce qu'il se réveille aux 2 heures pour le changer. Tu fais, on va devenir dingue. Fait que déjà, tu fais, ah ben voilà, OK, c'est pas ce que j'avais prévu. Autre exemple, puis ça, je pense que c'était même encore plus tôt. Je pense que la deuxième nuit, il y avait une suce dans la bouche. Et j'avais bien lu que la suce, c'est pas recommandé, faites pas ça trop vite, puis essayez de l'éviter. Puis moi, j'en avais pas eu de suce que ma mère me disait, non, notre fils, il n'y aura pas besoin de ça. Deuxième nuit, à l'hôpital, il y a une suce dans la bouche. Fait que je fais, aïe, aïe. Puis je me souviens que l'infirmière est rentrée dans la chambre, elle a fait, ah oui, déjà? Deuxième nuit, je pense, il hurle sa vie. Puis l'infirmière nous dit, bon, on va lui donner un peu de formule. Ah oui, il me semble que c'est pas bon sur tu sais, l'allaitement, tout ça. Puis tu fais, il faut qu'il dorme. Puis nous aussi, je suis en train de virer dingue, là. Tu sais, il faut que je dorme un petit peu. Fait que c'est ça. C'était le début. C'était le début de cette aventure du non prévu. On dirait que le mot discipline donne toujours un petit frisson. Je dis, voyons, je suis si discipliné que ça. Mais quand j'ai dit ça à ma blonde, je suis quelqu'un de discipliné. Elle dit, ben oui, c'est ça, c'est sûr, t'es ça. Je fais, ah bon, d'accord.
Bon, par exemple, la bouffe, ça, c'était quelque chose, évidemment, tout petit, une fois qu'il a fini de boire son lait, il commence à manger, puis ça allait bien. Puis j'étais content parce qu'il mangeait ses petits légumes mélangés à sa petite viande, ça allait très bien. Il mangeait, ça va bien aller. Mais là, tout à coup, il vieillit. Ah là, il y a des réticences, il y a des choses qui passent plus, il y a des choses qu'il veut rien savoir. Mais tu fais, voyons, tu mangeais bien, pourquoi tout à coup t'arrêtes Fait que ça, c'est un aspect qui était confrontant pour moi, je dois dire. Puis encore une fois, je le dis, pour sa santé, je me dis, voyons, il faut qu'il mange des légumes, il faut qu'il mange ce qui est dans son assiette, faut que ça se... Puis dans ma tête, moi, on fait un repas, puis évidemment, je parle d'un peu plus vieux, mais on fait un repas, puis on le partage ensemble. Je ne vais pas adapter un repas en fonction de chaque personne assise autour de la table, là. Ça marche pas comme ça. Fait que ça a été confrontant, oui. Ça a été un élément, je dirais même de chicane, parfois autour de la table. Parce que ma blonde était plus lousse que moi par rapport à ça. Puis elle m'en a dit, calme-toi avec ça, tu reviens-en, là. Puis peut-être parce que je viens d'où je suis aussi. Puis je pense que j'avais peut-être pas ce rapport-là à la nourriture petit. Fait que ça allait de soi que mon fils n'aurait pas ça. Puis il y a quelque chose de frustrant aussi parce que tu dis, OK, au début, je vais le trouver une alternative, je vais tout mettre dans des purées de patates, ça va passer. Ça a duré un temps. Puis maintenant, purée de patates, ça y roule dans la bouche, il n'en veut plus. Puis voyons, t'aimes pas les patates, là, faut pas, les légumes en morceaux, ça marchait pas. Là, je t'ai mis dans la purée, là, t'aimais ça un temps, puis c'est fini. Ah! Puis aussi que là, tout à coup, il mangeait des œufs. Ah là, ça ne tente plus. Là, les œufs, ça se peut plus. Mais là, tu fais, mais attends un peu, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on se dresse des listes. Ça a été aussi une option. On fait, OK, voyons, qu'est-ce qu'il mange en ce moment? On fait des listes. Puis au lieu de se chicaner puis se prendre la tête parce qu'on ne sait pas quoi faire à cuisiner, on va voir la liste pour faire, OK, ce soir, c'est la tourtière de grand-mère. Parce que ma mère nous fait des tourtières, puis ça, il la mange, puis c'est formidable. Mais si la tourtière de l'épicerie, il l'aime pas. OK, parfait. Alors, grand-mère fait encore, puis il faut que j'y prenne sa recette d'ailleurs pour pouvoir faire les tourtières de grand-mère. Mais, mais oui, il y a encore ça qui est présent. On s'adapte encore. Florian, il est arrivé comme ça dans la vie. Hein. Il nous a réveillés au milieu d'une courte nuit. On s'est toujours dit, il a commencé son existence avec nous en nous empêchant de bien dormir, mais ça a été un peu ça pendant 5 ans. C'est un enfant pour qui le sommeil était difficile. Il se réveillait souvent, jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis ça occasionne des chicanes de couple aussi, des chicanes de bord de lit. Enfin, voyons, tu viens dingue aussi à un moment donné. Puis j'avoue que j'étais réfractaire à l'idée du cododo. Je pense que ça aurait été comme une solution que ma blonde aurait adoptée. Puis j'ai été un peu résistant là-dessus parce que, premièrement, encore une fois, puis ça fait partie de moi aussi de me dire, oui, mais là, si on commence ça, on va être pogné avec ça, là. Jusqu'à ses 30 ans, il va dormir avec nous autres, là. Moi, j'ai pas le goût de dormir avec lui jusqu'à 30 ans. Il y avait ça, la peur de... Puis à un moment donné, bébé Lou, il s'en venait dans le lit, puis c'est papa qui s'en allait dans le sien ou qui allait dormir à côté. Écoute, s'il dort avec nous jusqu'à 20 ans, je sais pas, on verra rendu là. Ça coince, puis il y a un élément, à un moment donné, qui a été aussi peut-être déclencheur, où j'étais justement au travail avec une femme qui avait suivi, avec qui je travaillais à l'occasion, puis qui avait entendu parler de toute la grossesse de ma blonde, puis qui était au courant de tout. Puis à un moment donné, j'ai parlé un peu, mais très, très subtilement, des repas que je trouvais ça un peu difficile, le fait que mon fils, justement, soit rébarbatif à ce que j'y donnais, puis tout ça. Puis elle a dit, mais moi, mon chum était comme ça. Et elle parlait de son ex, elle était plus avec. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a pas avec les légumes? Il mangera ce qu'il y a dans son assiette, puis c'est tout. Puis je me suis vraiment vu dans cette situation-là. J'ai vu, en fait, le potentiel de rupture, même avec ma blonde, parce que c'était rendu qu'on se chicanait régulièrement à propos de ça. Puis mon fils, qui était même petit, il comprenait pas exactement, mais il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui marchait pas autour de la table. Puis c'était finalement ma blonde et moi qui s'engueulaient parce que lui, il mangeait pas. Fait que ça m'a obligé à me remettre en question puis à faire, OK, c'est peut-être faut que je change ma façon de faire parce que je tiens à ma famille. Faut que je remette en question mes petites convictions profondes. Fait que oui, il y a un petit pas de recul que tu dois prendre, puis ce que j'ai essayé de faire, puis me dire, OK, comment je peux concilier ce que je pense être important pour mon enfant versus le bonheur autour de la table, puis le sien.
Puis, ben, on a eu des conseils. On a fait appel à une psychoéducatrice qu'on n'a pas vue si souvent, mais qui a été de bons conseils justement par rapport à ça, par rapport au souper, comment ça se passe. Puis elle nous a donné l'idée, par exemple, elle dit, pourquoi vous ne mettez pas plein de choses sur la table? Puis le laisser peut-être choisir ce qu'il veut manger. Ça ne pas dire de mettre juste du gâteau. Puis moi, c'était ça aussi. Ben là, voyons, il faut qu'il mange ce qu'il y a dans son assiette. C'est plein de choses équilibrées. C'est bon. Oui, mais si tu y en mets à la table, tu le laisses choisir. Fait que ça a été une option intéressante. Fait que je me suis dit, ah, OK, je suis obligé de m'assouplir parce que c'est pas le repas que moi, j'avais prévu faire. Puis ça se passe pas comme quand j'étais jeune. Puis il y avait une assiette devant toi, puis t'en manges, puis c'est tout. Ah, mais non, ça se fait différemment. Ben, c'est ça. Ça va être comme ça avec lui. Puis ça marche pas tout le temps, ça marchait pas tout le temps, mais des fois ça marchait puis ça donnait des résultats. Mais oui, c'est quelque chose qui s'est assoupli vraiment par rapport au début où j'étais très stiff par rapport à ça. Puis encore une fois, peut-être de mon côté inquiet de dire, bien là, il va lui manquer quelque chose, c'est sûr, dans son alimentation à un moment donné, là, tu sais. Puis de faire, OK, lâche prise face à ça, là. Donne-lui du temps. Laisse-le exister dans ce qu'il est, puis il va peut-être te surprendre. Puis là, en faisant ça, même si c'est un travail encore qu'il faut que je continue à faire, de faire, oui, ce soir, c'est vrai, nous, on mange des pâtes à ça, mais il n'aime pas les pâtes. OK, alors qu'est-ce que je veux? Mais des fois, en lui laissant aussi choisir, il est surprenant aussi, c'est ce que je découvre. Par exemple, on va se retrouver au restaurant, puis là, on commande des choses pour nous, puis on dit, c'est sûr qu'il ne goûtera pas, ça ne l'intéresse pas, il pense même pas, il lui en offrait, puis il fait, ah, je peux-tu goûter à ça? C'est quoi, tu veux goûter des escargots? Tu manges pas des pâtes, mais tu veux goûter à mes escargots? Fait que là, je fais, OK. Ça aussi, c'est surprenant, puis ça continue à nourrir cette... OK, lâche prise, puis les choses, des fois, les choses évoluent. Lui, il évolue aussi comme être humain, je pense, puis il grandit, il change. Je pourrais parler du dodo qui a été difficile aussi pendant longtemps. Ça aussi, ça a été une adaptation, mais ça a changé. Ça a pris du temps dans son cas. Encore une fois, c'était pas facile pour lui, c'était pas facile pour nous parce qu'on manquait de sommeil, mais ça va mieux. Fait que les choses évoluent aussi. Le fait que j'ai à m'assouplir ou à lâcher prise ou à me détendre vis-à-vis mon enfant, ben, ça m'oblige moi-même à lâcher prise par rapport à moi, à m'assouplir vis-à-vis des choses et des objectifs que je peux me fixer parce que j'ai cette personnalité-là aussi. Moi, je l'ai, le petit côté discipliné. Je travaille longtemps à l'avance pour arriver prêt. Puis des fois, ça m'aide pas toujours. Des fois, ça me sert. Je pense qu'il y a un point positif à ça, mais ça me sert pas toujours. Des fois, même dans mon métier, ça peut me nuire d'être trop prêt ou de vouloir bien faire les choses. C'est pas toujours positif, en tout cas dans le travail que je fais. Il y a un aspect de la création, il y a un aspect du lâcher-prise qui est important. Fait que devoir m'assouplir vis-à-vis mon enfant, ben il faut que je m'assouplisse vis-à-vis moi-même. Ça m'oblige à faire, ah, peut-être tu pourrais lâcher prise avec ça. Ou peut-être que tu pourrais, tu as bien travaillé, tu peux peut-être arrêter là. Et maintenant, mon fils me le dit. Il me le dit, papa, t'es trop exigeant. C'est par rapport aux devoirs, parce que ça, c'est nouveau de cette année. Les devoirs sont arrivés dans la maison. Ben moi, c'est sûr que ben là, on va faire les devoirs, puis on va faire tant d'heures par jour, puis il faut lire, puis il faut faire toute la grille que le prof a mise, parce que là, si tu veux... Il fait, papa, t'es trop exigeant. Puis il me le dit, puis je suis comme, voyons, pas tant que ça, me semble. Là, c'est, OK, ouais, peut-être que je suis trop exigeant. Fait que des fois, quand il est couché, puis je me mets à vouloir travailler, pour le lendemain, je fais, hey, laisse donc faire un petit peu, là. Je pense que t'as assez travaillé. J'essaye. Je suis pas encore rendu loin, là. Mais j'y travaille fort pour moi-même. Fait que ça a ça de positif. Tu sais, mon fils me dit, t'es exigeant, papa, durant les devoirs, ou qu'il me trouve impatient. Et là, je vois mon père être impatient après moi parce que j'ai pas trouvé le tournevis dans le coffre à outils. Genre, tu sais, quand je disais qu'il fallait s'assouplir envers l'autre, mais envers soi-même aussi, puis faire, OK, mais c'est dans mon ADN aussi, cette affaire-là. Fait qu'il faut aussi que je me donne une petite chance. Mais je pense, par contre, d'en prendre conscience, puis de se dire, attends un peu, là, peut-être que j'ai pas raison. C'est dur, mais en tout cas, ça nous permet d'évoluer, je pense, là. C'est au cours de natation, notre fils, avec tout ce qu'il est, c'est toujours un peu plus difficile que peut-être la majorité, ou en tout cas, de mon point de vue de père, qui des fois se compare, fait, voyons, il me semble que c'est plus facile pour les voisins que pour mon fils, avec l'adaptation, puis il a besoin du temps, puis tout ça, puis
Je m'étais un peu choqué quelquefois au cours de natation, probablement parce que je me sentais un pas bon père. En me disant, voyons, que j'arrive pas qu'il y ait juste du fun dans l'eau, par faire les exercices que tout le monde fait. Mon fils me l'a un peu dit, encore une fois, t'es trop sévère, ou je sais plus comment il l'avait dit, trop exigeant. Tu veux trop. Puis je fais OK, puis je me souviens, j'étais pas de bonne humeur. Mais après ça, je suis revenu, puis je pense que c'est le lendemain, je me suis assis avec lui, puis je fais OK, t'as raison. Je suis impatient, je voudrais que tu sois bon de suite, puis t'as raison, je suis trop exigeant avec toi. Mais comment on arriverait à trouver un deal, toi puis moi? Moi, je vais vraiment essayer de faire un effort d'être moins impatient avec toi, moins exigeant. Puis toi, de ton côté, comment t'arriverais à... Qu'est-ce qui serait ton défi à toi? Fait qu'on s'est posé chacun un défi. Lui, pour peut-être se donner un petit défi de, malgré sa gêne, malgré sa peur, de plonger, sans vouloir faire un jeu de mots avec la piscine, mais plonger un peu plus dans l'activité. Mais moi, d'accepter aussi son rythme, puis faire, OK, je vais être un petit... Puis il fallait que je me parle des fois, faire, vas-y, voyons, tout le monde a... Non, 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 non. OK, on a fait un deal. Puis là, je fais, OK, je pense, puis ça a marché. Ça a marché quand même. Puis les cours suivants, ça s'est bien passé. J'étais moins fâché, premièrement, après lui. Puis lui, il avait plus de fun. Puis tout à coup, en étant à son rythme, ben, il a progressé. Parce que c'était son rythme à lui, non pas celui du voisin. Fait que ça, j'ai fait, je pense que j'ai bien fait ça. Je pense que c'est une bonne chose c'est une bonne chose ça va être bon pour toi. Ça va être bon pour toi parce que moi, je l'ai constaté à un moment donné que le fait de devoir lâcher prise, ça me force. Puis c'est assez récent, cette affaire-là, que je le compute pour moi de faire. Ça fait du bien aussi. Puis ça te fait évoluer, toi. Ça m'a fait évoluer dans ma façon d'aborder le travail. Ça m'a fait évoluer dans ma façon peut-être d'aborder la vie. Qu'il faut que si on veut se rendre là, il faut que ça soit comme ça. Pas nécessairement. La vie peut être plus au jour le jour. Fait que ça fait du bien. Fait que vas-y. C'est dur, c'est tough, parce qu'il faut que tu renonces à des choses, il faut que tu remettes en question certains paramètres que tu avais imaginés. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu remettes en question toutes tes valeurs profondes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu laisses manger ton enfant des gâteaux de Joe Louis tous les matins puis tous les soirs parce qu'il faut qu'il mange ce qu'il veut. C'est pas ça. Mais trouver des manières de s'approcher de lui en essayant de bien l'encadrer. Tu sais, je ne l'enverrai pas se traverser la rue sans regarder. Évidemment, il y a des choses de base comme celle-là où je dirais pas, ben non, brosse pas tes dents, c'est pas grave. Non, je tiens encore à ces choses-là, mais... Et c'est très drôle parce que j'ai un ami récemment qui est en projet d'avoir un enfant avec sa blonde, puis qui me disait, non, mais moi, là, mon enfant, il va voyager avec nous. Il n'est pas question que je vais arrêter de voyager, puis je vais faire... Puis je le sentais très inquiet de se dire, je suis pas vrai que je vais changer ma vie. Mais j'y ai un peu dit, mais non, mais je comprends ce que tu dis. Non, non, mais tu vas peut-être voyager. Mais là, dans ma tête, je dis, mais d'un coup, que ton fils, il vomit dès que tu mets le pied dans l'auto, ça se peut que tu partes pas tous les week-ends, finalement, tu sais. Mais en même temps, je lui ai dit, ben écoute, je te le souhaite, vraiment. Mais en même temps, tu vas peut-être découvrir autre chose, puis ça va être merveilleux, là. Ça va peut-être te permettre de faire, OK, finalement, ça a amené une autre dimension dans ta vie, puis dans celle de ta blonde et de votre vie de couple. Je pense que c'est juste bon. Puis je pense que les êtres humains en général, si notre blonde, notre chum, nos amis, notre famille sont là pour nous faire évoluer puis nous faire devenir des meilleurs humains. Puis je pense que ces petits êtres humains-là qui sortent de nous, en quelque part, bien, ils sont une personne à part entière. Ils ont quelque chose à nous apprendre. Moi, mon fils m'a appris plein de choses. Il continue de m'apprendre. Tout petit, il s'est mis à triper sur l'opéra parce que mes beaux-parents, donc ses grands-parents, étaient chanteurs classiques dans les chœurs de l'Opéra de Montréal. Puis il m'a fait découvrir des airs d'opéra que je connaissais même pas. Puis il y avait quelques années à peine, il dirigeait de l'opéra dans le salon. Puis j'étais comme, voyons, mon fils fait ça, c'est pas moi pantoute. Puis en même temps, il y a des choses de moi il y a des choses que j'aurais voulu qu'il fasse mieux que moi. Par exemple, il est pas bon dans les sports pour le moment, puis j'étais pas bon dans les sports, puis il haït ça, le soccer, puis j'aurais aimé ça, qu'il aime ça, puis j'allais courir sur le terrain avec lui, puis faire, si tu vas aimer ça, tu vas devenir un sportif, pas comme ton père. Il aime pas ça. Puis je fais, voyons qu'il aime pas ça. J'ai tout essayé pour qu'il veut rien savoir. Je fais, OK, ben c'est correct, c'est lui. Mais en même temps, il tripe sur des choses qui sont complètement loin de nous, puis qui nous font apprendre des choses, qui nous font découvrir des univers que j'aurais jamais découvert sans lui. Fait que c'est vraiment précieux. L'histoire
l'histoire d'Étienne illustre bien que s'adapter, c'est un défi quotidien. Ce qui veut aussi dire, parfois, de renoncer à certaines idées préconçues et accepter de faire certains compromis afin de respecter le rythme et la personnalité de son enfant. Et lâcher prise sur une vision de la paternité parfaite aide aussi à préserver l'harmonie familiale. Comme l'a dit avec sagesse notre invité, nos enfants ont quelque chose à nous apprendre. C'était Histoire de père en mode confidence, un balado de Naître et grandir produit avec la collaboration de la maison de production Grand Public. Recherchiste et confidente, Lélia Métivier. Rédactrice en chef, Julie Fortier. À la narration, moi-même, Louis-Simon Ferland. Découvrez d'autres histoires de pères sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado.